Le marché fermier de l'Oise à Beauvais, premier marché fermier des Hauts-de-France, présente Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Ah, chers amis de Sud Radio, oui, nous sommes bien en direct à 20 minutes au nord de Paris, dans l'Oise, à Beauvais. Et en direct au milieu de cette campagne picarde à la richesse agricole, forestière et maraîchère, à la densité et richesse exceptionnelle. Oui, il faut le dire, le département de l'Oise est une terre clairement épicurienne. Ici, à même pas 40 km de Paris, plus de 60% de la surface du département est en terre agricole. Près de 3000 exploitations nous ravissent d'une production de fruits, légumes, volailles, viande de haute qualité. Du Vexin français au Noyonnais, en passant par le pays de Bray, le Clermontois, le Soissonnais, une constellation d'une huitaine de micro-pays la composent, avec chacune leur identité de saveur et de savoir-faire. Donc chaque année, sous la bannière de leur conseil départemental, quelques 120 représentants de ce monde rural enthousiastes et fiers de leurs produits se réunissent en un marché fermier, géant et unique à Beauvais, leur capitale. C'est donc depuis cette véritable vitrine géante du savoir-faire maraîcher et agricole de l'Oise que nous allons vous faire partager en direct un peu du cœur de cette ruralité saine, enthousiasmante et dynamique, signée de l'Oise. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et pour bien vendre le département de l'Oise, Nadège Lefebvre est avec nous, présidente du conseil départemental de l'Oise. Bonjour Madame Lefebvre. Bonjour Monsieur Gicquel. Est-ce qu'on l'a bien vendu ce département de l'Oise? Une terre épicurienne. Tout à fait, tout à fait. Mais on veut la vendre encore plus. Très bien. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons mettre à l'honneur nos producteurs pour mieux faire connaître l'Oise et ses richesses du savoir-faire et aussi bien sûr du terroir. Et des saveurs. Et des saveurs. Benoît Biberon est avec nous, il est conseiller départemental délégué d'agriculture. Alors Monsieur Biberon, est-ce qu'on peut dire que l'Oise est le fournisseur officiel des Parisiens en fruits, légumes, viande, miel et bons produits ? Entre autres. Bonjour. Alors l'Oise n'est pas le fournisseur officiel parce que on peut se fournir dans toute la France. Bien sûr. Mais l'Oise jouit un pignon sur rue, si je puis dire, sur la région parisienne, premier bassin de consommation de France, et on est tout de suite immédiatement à Paris, dans la région parisienne, quand on est dans l'Oise. Et ça, c'est une force et un atout économique important. Absolument primordial. Primordial qu'on peut entretenir et qu'on peut développer justement. À l'heure où on parle beaucoup du circuit court et de proximité, malheureusement nos amis parisiens n'ont pas cette possibilité d'avoir une production locale. Non. Donc nous, on est les premiers acteurs immédiats à leur porte. Aux portes de Paris, Madame Lefebvre, 20 minutes, 40 km, c'est rien. Quand il n'y a pas trop de circulation, oui, tout à fait. Alors là, c'est la 18e édition, c'est une véritable vitrine des producteurs locaux, avec concours du meilleur produit du terroir créé en 2022. Est-ce que cette édition s'annonce sous les meilleurs auspices? Oui. Bah écoutez, oui, plutôt, puisque nous avons 12% de plus de producteurs, ce qui est quand même très intéressant. Et puis nous avons des producteurs dans des domaines complètement variés, le salé, le sucré, les boissons et les produits travaillés. Et pour la cuisine notamment. Et donc oui, il y a vraiment tout ce qu'il faut sur ce marché fermier. Est-ce qu'il vous tient toujours à cœur de faire participer les producteurs locaux aux cuisines du département, des collèges et des lycées? Bien sûr. Toujours. Alors là aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce que disait Monsieur Biberon tout à l'heure, c'est que voilà, on n'a pas de quoi couvrir toutes les restaurations. Bien sûr. Mais l'objectif, à chaque fois que c'est possible, nous le faisons. D'accord. Monsieur Biberon, tout à l'heure en préparant cette émission, vous me disiez, on n'est pas une agriculture, on est des agricultures. Précisez-nous tout ça. Bien sûr, il y a des agricultures, parce qu'il y a une agriculture de production de masse, mais industrielle, typiquement la betterave sucrière. Ça, c'est la ligne de force de l'Oise, la betterave. Pas seulement de l'Oise, des Hauts-de-France. Dans tous les départements, vous avez une agriculture de masse et une agriculture aussi du circuit court, de la proximité, de la production à plus petite échelle, proche de l'artisanat. D'ailleurs, l'agriculture et l'artisanat sont réunis aujourd'hui. Et voilà, donc il y a des agricultures aussi parce qu'il y a du conventionnel, il y a du biologique également, qu'il faut soutenir encore plus en ce moment. Donc voilà, c'est une agriculture plurielle qu'on a dans l'Oise. 3000 exploitations. 3000 exploitations, alors on faut essayer de maintenir, je sais que ça... C'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est un nombre qui a beaucoup diminué et voilà, il y a beaucoup de départs en retraite de prévus dans les années à venir. C'est vrai. Et est-ce qu'il y a des jeunes néo-ruraux qui s'installent ou des nouveaux arrivants? Oui, il y en a. Oui. Et il y a des outils à leur disposition aussi pour s'installer. D'accord. Ça, on les aide, Madame Lefebvre, les gens qui veulent s'installer? Oui, nous avons des aides pour les agriculteurs qui peuvent varier en fonction de la conjoncture et en fonction des besoins. Mais pour citer quelques exemples, nous avons aidé à un moment les producteurs laitiers sur les machines à traire.
Aujourd'hui, les vétérinaires, il y en a de moins en moins, et donc il faut qu'ils travaillent vite. Et donc on a beaucoup aidé les éleveurs sur les parcs de contention. Et puis nous avons connu des incendies, des feux de récolte importants, et nous avons mis en place un kit et nous aidons les avons et nous permet de travailler, essayer de tout en. Vous avez fait un petit tour sur le grand marché fermier de l'Oise aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a plu, surpris, amusé? Qu'est-ce que vous aimez voir, venir découvrir ici? Vous connaissez ça par cœur, bien sûr. Mais pour nos auditeurs, pourquoi il faut venir ici au marché fermier? Alors ici, il y a plusieurs, on trouve de la moutarde, plusieurs raisons. Oui, c'est ça. Vous allez trouver des légumes, des fruits, évidemment. Vous allez trouver de la viande de qualité. Absolument. Vous allez trouver aussi, effectivement, des condiments. Enfin, un peu de tout, quoi, en réalité. Et il y a vraiment pour tous les goûts. Et j'ai fait mon petit tour tout à l'heure dans les allées et je peux vous et dans les que les producteurs présents ça vend bien. France. Gère-de-Roi, un très beau petit village à visiter avec des colombages. À quelques kilomètres d'ici, oui. Ça, on peut être fier de ce département parce qu'il a une grande richesse à la fois culturelle, patrimoniale, oui. Maraîchère, agricole. Oui. Et à ce propos, Monsieur Biberon, d'ailleurs, sur la richesse agricole, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des choses qu'on peut encore explorer, qu'on peut lancer dans l'Oise? Ah oui. Quoi, par exemple? Il y a beaucoup de filières. Produits carnés, transformation. Je citais la région parisienne, hein, mais ils sont très très demandeurs. Bon, je suis exploitant moi-même, donc je connais un petit peu les circuits, et ils sont très très demandeurs. Les consommateurs sont très demandeurs de circuits courts. Je vais dire aussi, dans ces périodes des dizaines budgétaires en ce moment, le circuit court, le direct producteur, c'est quand même à tous les coups le meilleur rapport qualité-prix que vous puissiez avoir. Vous l'avez sur un marché comme la ville de Beauvais, vous avez typiquement des producteurs les uns à côté des autres et avec des prix très très abordables. C'est vrai qu'il y a une politique du prix quand même différente de Paris, il faut bien le dire, c'est moins cher. Ouais. Ah oui, mais je voudrais rebondir sur ce que dit Benoît Biberon, parce qu'on aide aussi à la diversification agricole, et ça c'est important pour aider des agriculteurs à peut-être tester effectivement d'autres types de production, et ça fonctionne plutôt bien. Et il y a aussi quelque chose qui est assez nouveau avec des agriculteurs qui essaient de développer, c'est la vigne. Oui. Alors, c'est quelque chose qui est assez peu attendu, la vigne dans l'Oise. C'est assez peu attendu, mais nous avons 3 vignerons, voilà. C'est ça, 3 vignerons dans l'Oise. Pour le moment, mais on a vraiment des essais à certains endroits, des endroits où il y a un siècle ou deux, il y avait de la vigne, et donc à nouveau, les agriculteurs essaient de planter de la vigne à nouveau. Et est-ce que dans ce marché fermier de l'Oise, il y aura des prix qui vont être remis, et lesquels? Alors, il y aura des prix. Alors, il y aura le prix pour les boissons, parce qu'on a aussi des brasseurs, voilà. Il y aura le prix du salé, le prix du sucré, et 27 producteurs se sont inscrits pour pouvoir effectivement participer à ce concours. Et donc, il y aura les résultats tout à l'heure. Alors, on en parlait tout à l'heure, on fabrique de la moutarde dans l'Oise. Oui. C'est curieux, comment on peut être aussi à côté de Dijon et arriver quand même à faire une marque? Vous savez, quand il y a eu la crise de la moutarde, eh bien, on ne trouvait pas de moutarde, et nos producteurs locaux arrivaient à nous produire de la moutarde. Donc c'est fabuleux. Ah oui, c'est pas mal. Comme quoi, effectivement, on est loin de Dijon, et on est loin effectivement des producteurs de moutarde connus, mais ici, on a de très très bonnes moutardes et qui nous permettent de faire de la cuisine au top. Au top. D'accord. Monsieur Biberon, pareil, vous confirmez qu'il y a des produits qu'on trouve, qu'on ne s'attend pas à trouver dans l'Oise et qui sont surprenants? Oui, il y a des produits surprenants, effectivement, mais... Bon, il y a le miel, les fruits, les légumes... Ah oui, bon, on est bien pourvu en miel, mais encore qu'il y a beaucoup de produits quand même en France, et pas seulement dans l'Oise, où on est déficitaire. Donc on a encore des choses et des progrès à faire, effectivement. Alors je me suis fait un petit tour du marché, j'ai trouvé qu'on avait beaucoup de retours sur les légumes oubliés aussi. Les légumes du passé, les fruits, les pommes du passé. Ça, ça peut être une niche, une marque de fabrique de l'Oise. Mais de toute façon, effectivement, par rapport aux produits de masse, il faut savoir parfois se démarquer. Bah oui. Se démarquer, effectivement. Il y a la proximité qui est une bonne marque, le prix aussi, mais effectivement, de les mettre en valeur des variétés anciennes, des produits parfois disparus, oui, c'est très tendance.
Et des recettes nouvelles pour les gens qui transforment également. Ah oui. Et on a la dernière champignonnière de l'Oise qui a été reprise il y a 2 ans, je crois. Enfin, quelqu'un qui se bat pour pouvoir maintenir le champignon dans l'Oise. Absolument, et on va le recevoir dans l'émission tout à l'heure. Un dernier mot, Madame Lefebvre, sur le monde de l'agriculture dans l'Oise. C'est un monde que vous soutenez. Vous êtes inquiète sur son avenir, comme un peu partout en France, ou vous savez que c'est dans l'Oise un monde plutôt solide? Non, c'est pas solide, hein. C'est fragile. On a une terre agricole, on s'y intéresse de très très près. On essaie de voir tout ce qu'on peut faire pour les aider dans la mesure de nos capacités et de nos compétences. Mais non, c'est vraiment une profession qui a besoin d'être épaulée et puis d'être entendue surtout. C'est une population qui a besoin de vivre de leurs produits. C'est surtout ça. Et le tourisme, ça fait partie des choses aussi qui peuvent être venir au secours du monde rural et agricole. Bien sûr, parce que le tourisme dans l'Oise, vous disiez tout à l'heure qu'on avait un super patrimoine. Ah oui. On a des espaces effectivement naturels très importants, mais on a aussi de quoi avoir un très beau tourisme vert. Et qui dit tourisme vert, il y a un lien avec l'agriculture aussi. D'ailleurs, le département que vous présidez a récupéré les bistrots de pays. Alors, oui, c'est une histoire avant les fusions des chambres de commerce. La chambre de commerce de l'Oise avait ce label bistrot de pays. Et puis, quand il y a eu les fusions avec les chambres régionales, eh bien, ce produit, il était abandonné. Donc, j'ai décidé effectivement que ce soit le département qui le récupère. Et je l'ai bien sûr confié à Oise Tourisme, qui est un satellite du conseil départemental, pour développer le label. Rappelons la philosophie rapidement de bistrot de tourisme. C'est de la cuisine de circuit court, exactement, de qualité, oui, du terroir, exactement, servi dans des petits établissements bistrots. Oui, c'est ça, dans petits établissements bistrots. Et l'objectif, c'est de faire connaître les produits du terroir et obligatoirement avoir un lien. Je ne vais pas dévoiler, parce que je pense que tout à l'heure, vous allez aborder. Mais voilà, ils jouent tous le jeu. Il y en a 14 pour le moment dans le département de l'Oise. J'espère qu'il y en aura plus dans les années qui viennent. Mais en tout cas, ils font un excellent travail avec les producteurs locaux. Benoît Biberon et Nadège Lefebvre, merci. Je vous laisse continuer votre tour de marché fermier de l'Oise. Merci beaucoup. On marque une pause et on continue à parler, bien sûr, en direct ici de Beauvais et du marché fermier de l'Oise. A tout de suite. 600 habitants. 600 habitants, bah, c'est bien, gars. Depuis 15 ans. Tout à fait. Triste. Madame Jean qui nous est... On l'a dit, pour venir goûter la formidable kyrielle de produits qu'on peut trouver dans tous les sens. Mais au niveau tourisme, vous n'êtes pas les derniers. Hein? Non, Compiègne, exactement. Chantilly, le village préféré des Français, Gerberoy, et puis plein d'autres choses à visiter. Exactement. Alors, si par exemple on est un couple avec une famille et des enfants, on vient dans l'Oise, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, là, nous avons la chance d'avoir les 3 grands parcs d'attractions, tels que le parc d'Astérix, la mer de Sable à Ermenonville, et puis le parc Saint-Paul, qui est à 10 km d'ici à peine. Alors, les plus anciens s'en rappellent, c'est Jean Richard qui avait créé la mer de Sable. Oui, oui. Enfin, moi, j'étais pas né, mais... Ils ont fêté leurs 60 ans l'année dernière. 60 balais. Exactement. Énorme. C'est un bel endroit. Très beau. Et très atypique. Bah oui, parce on peut y voir des cow-boys et des Indiens. Et des Indiens, voilà, dans l'Oise, comme quoi exactement, tout est possible. Rando Oise, c'est quoi? Alors, c'est une nouvelle application que Oise Tourisme vient de lancer. On a plus de 350 parcours. Ça va de 1 km à 78 km. D'accord. Donc là, on peut faire à pied, à vélo, en VTT. L'application, ce qui est bien, c'est que c'est sur GPS, donc on n'a pas besoin de la 4G ou de la 3G. Si on est en pleine campagne, on arrive à retrouver son chemin. Et voilà, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas trop de difficultés. Les difficultés sont familial. Exactement. Et ça peut être aussi sportif quand on est... Parler sur les bistrots, président national des bistrots de pays. J'ai noté 150 bistrots de pays en France. Combien dans l'Oise? On en a 11 dans l'Oise. 11, ce qui est pas mal. Ouais, c'est un joli réseau qui est actif depuis 2008, donc ça fait maintenant un petit bout de temps. On a accueilli un nouveau cette année, la Buvette, qui est à Saint-Maximin. Et on espère en accueillir plein d'autres là dans les prochaines années, sortis de cette crise Covid qui nous a fait un petit peu de difficulté. On espère vraiment accueillir plein de nouveaux bistrots. Alors, quelle est la philosophie du bistrot de Pays de l'Oise, monsieur Barbier? Vous avez 2 secondes.
Alors Convivialité. Exactement, la philosophie des bistrots de pays en général, c'est la convivialité et l'authenticité. C'est vraiment les deux mots, j'allais dire, bannières des bistrots. Et on trouve évidemment des producteurs locaux. C'est ça, l'idée c'est d'être l'ambassadeur de son terroir dans l'assiette et dans le tourisme. Et donc dans l'assiette de travailler en circuit court avec des producteurs locaux. Évidemment de faire du fait maison, ça c'est indispensable. Et majoritairement produits locaux et de saison. Alors Charlotte Ouette, vous êtes productrice volaille et pigeonneaux en circuit court. Vous avez rejoint l'exploitation de votre époux, installé depuis 3 ans. 115 hectares, 480 couples de pigeons, 3500 pigeonneaux. Oui, sur une année. Hein. Ah, sur une année. Mais c'est pas mal déjà. Que vous produisez? Oui, tout à fait. Pigeonneaux de qualité, comment vous y prenez-vous? Vous avez aussi 25 vaches allaitantes. Bravo, je vous félicite parce que c'est un boulot de tous les jours dont on ne se rend même pas compte. Pour fournir des pigeonneaux de haute qualité, comment vous faites? En fait, nous, on s'occupe des couples. Le pigeonneau, c'est vraiment une filière un petit peu particulière pour ça. Nous, on prend soin des couples et eux... prennent soin des bébés. Tout à fait. Ils font des bébés, ils s'en occupent. C'est ça. Nous, on n'intervient pas du tout au final sur le pigeonneau. C'est vraiment très naturel. À part mettre de l'éclairage pour pouvoir avoir des pigeonneaux toute l'année, parce que sinon, ce serait comme les oiseaux dans la nature. L'hiver, on n'aurait pas de pigeonneaux. Ouais. Mais... pas de pigeonneaux. Qui aime les pigeons? Ils ont 6 mois? 6 mois, sinon... Ils volent Alors non, en fait, le pigeonneau, il faut qu'il n'ait pas volé. C'est justement la particularité pour qu'il reste vraiment tendre, c'est-à-dire vraiment moelleux, puisque quand il n'a pas volé, il garde ce moelleux, il ne fait pas de muscle en fait. Donc généralement, entre 28 et 32 jours. Il faut qu'il soit complètement plumé, mais qu'il ne soit pas encore sorti du nid. D'accord. Brigitte Non, pas... Si, c'est Brigitte Lefebvre, c'est Brigitte, bien sûr. Parce que j'avais une autre Madame Lefebvre. Oui. Non, vous, c'est Brigitte. Alors, Brigitte, l'Oise, c'est aussi une terre de randonnée, on l'a vu, de sportifs. Et si on est juste en balade et qu'on veut se balader dans le patrimoine de l'Oise, on va où? Alors, on a plein de belles choses. Oui, c'est ça. Il y a une liste. Exactement. Alors, il y a Compiègne et son château. Oui. Donc, il y a un magnifique mobilier et une belle collection dans un musée, c'est voitures hippomobiles. Absolument. Donc, nous avons ça. Il y a bien sûr le château de Chantilly. Les écuries. Exactement. La Chantilly qu'on peut goûter aussi ici au marché fermier, qui est excellente. C'est les mêmes personnes qui sont à Chantilly et qui nous font découvrir de belles choses. Faut se faire plaisir. On arrive sur l'hiver, c'est pas grave. Bien sûr, c'est vrai. Et après, on a la cité médiévale de Senlis avec sa cathédrale la plus petite de France. Oui. Et médiévale la plus petite. Nous avons la cathédrale de Beauvais avec du monde. C'est 800 ans l'année prochaine. Donc il y aura une grosse fête à Beauvais l'année prochaine. Oui. Enfin, il y a souvent des fêtes à Beauvais. On travaille dessus et franchement, faut la mettre en avant parce qu'elle est magnifique, cette cathédrale. L'Oise est un département plutôt festif. Exactement. Vous confirmez, Madame Ouette? Oui, oui, il y a beaucoup de choses organisées. D'accord. Et on peut dire qu'il y a aussi des jardins remarquables dans l'Oise qui sont absolument merveilleux. Alors, c'est des particuliers qui ouvrent leur... Exactement. Donc, on a le jardin du Brûle qui est à Herchy, qui est à 10 km de Beauvais. On en a un à Breuil-le-Sec. Enfin, il y en a un petit peu partout. Il y a plein de sorties week-end. Énormément. Et quand on va dans un bistrot de pays, Charles-Édouard Barbier, d'abord, est-ce qu'on est sûr qu'ils sont tous labellisés, qu'ils suivent une charte et qu'on va retrouver la même ambiance partout? Normalement, oui. On va retrouver les mêmes valeurs, les mêmes fondamentaux. Et pour savoir où est-ce qu'ils se situent, vous allez simplement sur le site internet bistrodepays.com et vous pouvez commander également depuis cette année le guide national, puisqu'on vient de sortir, on a sorti en début d'année 2024 notre premier guide national. Et vous suivez vos producteurs locaux pour cette carte de 4 saisons que vous faites régulièrement, toute l'année? Oui, alors nous au bistrot, on travaille avec nos producteurs autour de chez vous depuis des années, dont Charlotte, dont les pigeonneaux de Charlotte, absolument, qui reviendront chez nous pour la carte d'hiver en filet de pigeonneaux façon Rossini avec une escalope de foie gras poêlée. Voilà. Je peux déjà vous dévoiler puisque les tests ont été faits. Mais on suit nos producteurs toute l'année, on affiche même une liste de nos producteurs locaux et on essaie même d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on les met dans l'assiette mais on les accroche aussi au mur. Et donc vous avez chez nous une expo permanente de nos producteurs principaux. D'accord. Est-il vrai, Charlotte, qu'on trouve chez vous un distributeur automatique de volailles jour et nuit?
Oui, alors il n'est pas tout à fait chez nous, en fait. Il est sur une exploitation voisine. Et en fait, c'est un regroupement. On peut trouver de tout dans ces distributeurs, des légumes, du pain, du fromage, de la volaille. C'est ça. Alors même quand je dis jour et nuit, c'est vraiment vrai. Oui, oui, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous êtes sur la commune de Grémévillers. Oui, Grémévillers, c'est ça. Grémévillers, pardon, 450 habitants. Et alors vous produisez, vous avez aussi un magasin à la ferme. Oui, et tout à fait. Qui est ouvert le samedi matin. D'accord. Madame Lefebvre, pour conclure votre intervention sur l'Oise, on a vu qu'on pouvait y venir en vélo, à pied, faire du cheval, du golf. Il y a toute une palette extraordinaire d'activités et d'offres. Oui. Qu'est-ce qui vous manque finalement? Pas grand-chose. Merci, au revoir. Non, là, on travaille également sur le tourisme au niveau du canal Seine-Nord-Europe, parce qu'on va avoir des écluses qu'on va pouvoir faire visiter sur Noyon. Absolument. Donc ça, c'est important. Et on peut faire du canoë sur le terrain, la rivière, le terrain. Absolument. Encore maintenant? Oui, oui, jusqu'en fin octobre. Fin octobre. Donc là, on peut en faire sur Saint-Leu-d'Estran, à côté de chez toi, à Hermes. Oui, ça traverse tout l'Oise, le terrain. Oui, ça part de Songeon. Alors, tout n'est pas encore prêt, mais ça peut aller de Songeon jusqu'à Villers-sous-Saint-Leu. Très bien. La grande manifestation qui vient, là, avant Noël, ce serait quoi? Là, il n'y a pas... Si, il y a avec les citrouilles. Oui, Halloween. Halloween, ah oui. Halloween. Ah oui. Il y a des jeux qu'il était avec des aigles. Ah, très bien, parfait. Voilà. Donc c'est en face de la mer de Sable, donc on peut faire toute une journée là-bas. Très bien. Eh bien, rendez-vous dans l'Oise pour rendre visite à Charles-Adore Barbier, à Brigitte Lefebvre également, et puis surtout à Charlotte Ouette pour goûter ces excellents pigeonneaux. On marque une pause, mes amis, on se retrouve dans un instant pour continuer cette émission en direct du grand marché fermier de l'Oise. À tout de suite. Premier marché fermier des Hauts-de-France présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. En direct toujours au marché fermier de l'Oise à Beauvais où nous avons rejoint le marché avec nos invités qui sont là ce midi. Ce soir on dit quoi? On dit ce soir. Benoît Toutain est avec nous, meilleur jeune berger du monde. Marie Bezard, productrice de farine et de spécialités céréalières, c'est ça? Mathilde, pardon, j'ai dit Marie? Oui. Mais quelle honte. Mathilde Bezard est avec nous et c'est Marie Ménard qui est là, conseillère de diversification à la Chambre d'agriculture et animatrice du réseau Bienvenue, c'est ça? Bienvenue à la ferme, il manquait à la ferme évidemment. Marie Ménard, on va commencer avec vous justement. On dit que dans l'Oise, nous avons une culture très diversifiée grâce à une terre particulièrement riche. C'est vrai? Oui, tout à fait. Dans l'Oise, on a la chance d'avoir un sol qui est très très riche et très diversifié, qui nous permet d'avoir une quantité de cultures différentes énorme. Par exemple, on ne retrouvera pas forcément les mêmes cultures dans le sud-est du département que dans le nord-ouest. Et je sais que vous êtes vigneronne. Vous faites partie des 3 vignerons qui ont lancé leur vigne, qui ont dans les premières années. Alors, merci. On travaille à un mari également. Que vous avez épousé il y a 3 mois. Tout à fait, vous savez tout. Ah ben je sais tout. Et vous avez un chien depuis 24 heures. Non mais un truc de dingue, il se passe des choses incroyables. On est au courant de tout ici. Et effectivement, on fait partie des 3 agriculteurs vignerons de l'Oise. Quel cépage? Chardonnay, Pinot Noir, Chenin. Et production souhaitée en termes de bouteilles? En rythme de croisière, 10 000. D'accord, 10 000 bouteilles. Alors vous n'êtes pas sur la bouteille, vous êtes productrice de farine et de spécialités céréalières, Mathilde. Oui. La ferme de Mathilde, à Gerberon, c'est ça? À Envoile. C'est le moulin de Mathilde et c'est à Envoile. Je dis n'importe quoi aujourd'hui. Donc c'est Envoile, à 15 km, à 5 km de Gerberoy. Oui, c'est ça. Le plus beau village de France, on peut le dire. Alors vous êtes ouvert depuis 3 ans. L'idée, c'est qu'un jour, vous avez vu un reportage à la télé, où vous êtes dit, tiens, je vais faire ça. Après, vous n'étiez pas dans la partie, sauf votre mari, bien sûr. Oui, c'est ça. Après, en fait, avec ma première fille, on a voulu faire vraiment du local. Et on s'est dit, pourquoi pas faire de la farine? Et puis, tout le monde mange des pâtes, donc on s'est dit, banco. Donc, vous rachetez la farine de votre époux. Alors, le blé. Le blé. Et, du coup, vous en faites de la farine. Voilà, la farine avec un moulin meule de pierre. Et puis après, du coup... obligatoirement moulin meule de pierre. Et puis après... Moulin meule de pierre. C'est un bois avec 2 meules français.
pâte? Parce que c'est réservé en fait au blé dur et nous on a un blé tendre. D'accord. Donc qu'est-ce que vous produisez en sortie de fabrication? Alors du coup de la farine semi-complète, oui. Des spécialités céréalières nature, piment d'Espelette, ail des ours, basilic, et préparation de cookies, chocolat au lait et chocolat noir. Ah, vous faites des cookies aussi? Oui. C'est bien. Faut diversifier. Voilà, c'est ça. Faut pour tous les goûts. Benoît Toutain, vous avez 18 ans, vous êtes le meilleur jeune berger de France, puis du monde. Racontez-nous votre parcours, Benoît. Comment on en arrive là, Benoît? C'est très simple. Depuis tout petit, je voulais être berger. Non, pas tout à fait. Ouais. Mes parents, ils sont agriculteurs, donc l'élevage, j'ai un peu ça dans le sang quand même. Et puis, ça a commencé. J'ai un frère, on a eu 2 brebis pour un anniversaire à 10 ans. Et puis, et là, c'est parti. Ouais, j'aimais bien. Du coup, 1, 2, 3, puis maintenant 150. Et puis voilà, après grâce à mon école, j'ai participé aux Olympiades et c'est là que... Alors c'est quoi une Olympiade? C'est un concours? Ouais, c'est un concours entre étudiants de Novin qui berger. Au régional, ce qui m'a permis d'aller au national. Et là, au national, vous avez écrasé tout le monde. Oui, voilà. J'ai arrivé premier et puis après, il y avait les mondiales. Mais comment on vous juge pour être le meilleur berger du monde? Sur quoi on sait quoi? Il y a plusieurs épreuves. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes entre chaque concours, mais quasiment. Alors, il y a manipulation de brebis, parage... La tonte? Non, la tonte, il n'y a que au mondial. Ah, au mondial, c'est après ça? C'est le niveau supérieur. Ah bah oui, je comprends. Et puis voilà quoi. Et alors vous êtes devenu meilleur berger du monde. Vous avez battu les Anglais, les Écossais, les Irlandais, les Australiens. Ouais, c'est ça. Le monde quoi. Ouais. Après, c'est des régions où les attentes sont peut-être pas forcément les mêmes, les systèmes sont pas forcément les mêmes. En France, on n'a pas forcément les mêmes brebis ni les mêmes agneaux, donc c'est peut-être plus compliqué pour eux aussi de venir faire la compétition en France. Vous avez quoi comme du Suffolk, vous, comme race? Vous avez quoi? Du Suffolk et Île-de-France, oui. Et vous avez un Border Collie? Oui. Tout jeune? Ouais, il a 1 an et demi, oui. Téna? Oui. Ouais, je le connais, Téna. Sympa. Il fera du bon boulot, je pense. Ah oui. Benoît Toutain, en tout cas, on est content de vous avoir avec nous, meilleur jeune berger du monde. Je ne savais même pas, avant de préparer cette émission, que ce concours existait pour donner un prix au meilleur jeune berger du monde. Votre titre va être remis en cause en lice l'année prochaine, non? Oui. Mais là, ça faisait 10 ans qu'il n'y avait pas eu les Olympiades mondiales. D'accord. C'est beau. On ne sait pas si cette année, il y en aura encore. Marie Ménard, vous êtes conseillère diversification à la Chambre d'agriculture. Est-ce que ça veut dire que vous accompagnez les agriculteurs dans leur installation à la Chambre? Alors oui, effectivement, la Chambre d'agriculture, nous on est là pour accompagner tous les jeunes et également les moins jeunes qui souhaiteraient se reconvertir à s'installer dans le domaine agricole. D'accord. On a vraiment un service qui est dédié pour ça. D'accord. Et vous avez parlé aussi du réseau Bienvenue à la ferme. C'est le label où on retrouve une fleur jaune. C'est comment il est? Tout à fait. La fleur jaune dans son carré vert. La fleur jaune dans son carré vert. Le logo Bienvenue à la ferme qui est un réseau d'agriculteurs. C'est un réseau national. Mais nous, dans l'Oise, on est 50 adhérents. Donc c'est des agriculteurs diversifiés qui font de la vente directe, donc soit dans un magasin, dans un distributeur, ou qui font de l'accueil du grand public. Et c'est quoi la philosophie de Bienvenue à la ferme? La philosophie de Bienvenue à la ferme, c'est avoir le goût de la passion, mais c'est aussi vouloir ouvrir la porte de sa ferme et montrer au grand public comment on est producteur et comment on produit. D'accord. Donc on peut éventuellement aussi trouver de l'hébergement? Tout à fait, il y en a vraiment pour toute la famille, des chambres d'hôtes, des gîtes, mais plus récemment, depuis 1 an, on peut maintenant fêter son anniversaire également à la ferme. C'est-à-dire qu'on peut louer une ferme pour son anniversaire, enfin louer une ferme. Exactement, plutôt que par exemple aller au bowling, on peut aller fêter son anniversaire avec ses copains, avoir le goûter et faire des activités à la ferme. Quelle bonne idée Mathilde, non? En dégustant vos pâtes par exemple, on peut faire son anniversaire. Oui, c'est ça. Et comment vous allez vous diversifier Mathilde avec la farine que vous produisez? Après, c'est toujours innover. C'est toujours innover en fait dans des nouvelles sortes de pâtes avec des goûts différents et toujours essayer de faire dans le local et sans rajouter de plus comme les colorants, sans rajouter des colorants, rien du tout. Tenez. Oui.
Il y a des exemples un peu de saveur. Vraiment, c'est... je rajoute juste l'épice dedans et rien de plus. Et vous allez rester sur ces trois formules vous avez combien de formes de pâtes? Trois formes de pâtes différentes. Après, à voir ce que mes clients me demandent. Mais pour l'instant, on essaie de diversifier les goûts et voir ce qui plaît le plus. Et vous vendez sur place? Alors non, j'ai pas de magasin. C'est un projet, ça, non? Peut-être plus tard, mais pour l'instant, c'est pas l'heure du jour. J'ai un site internet et puis après j'ai des magasins de revendeurs et puis sur mes réseaux sociaux je mets tous les marchés que je fais tout au long de l'année. D'accord, donc on vous trouve sur les marchés? Oui. Alors quels sont les meilleurs marchés de l'Oise, Mathilde et Marie? Le marché fermier. Bien sûr, le marché fermier, c'est sûr, d'accord. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a un dans chaque ville maintenant? Enfin partout? Oui. Oui, tout au long de l'année? Oui, c'est ça. Après, moi, c'est surtout les marchés artisanaux et puis fermiers où vraiment je marche le mieux. Oui. Ah oui, c'est ça, uniquement fermier, vous. Et Mathilde et Marie aussi? Oui, c'est ça. On a quand même quelques marchés fermiers dans l'Oise et après, on a des marchés plus réguliers, mais qui là sont gérés par les communes directement. Est-il vrai que dans l'Oise, le maraîchage se spécialise un peu dans les fruits oubliés, les légumes oubliés? Oui. On revient à ça beaucoup dans l'Oise. Oui, on revient C'est quoi déjà un légume oublié ou un fruit oublié? Un légume oublié, ça va être par exemple un légume qu'on ne trouvera jamais ou très très rarement en grande surface. Mais que nos grands-mères connaissaient. Mais que nos grands-mères avaient l'habitude de travailler, que ce soit des variétés de tomates ou des variétés de choux, qu'on ne trouvera pas en fait au magasin, mais qui à 50, 60 ans, on trouvait avant dans les jardins. Et nos agriculteurs ici souhaitent revenir à ça et développent ces gammes-là. Et ça plaît beaucoup. Et est-ce que dans les Bienvenus à la ferme, on doit avoir une connaissance parfaite de son produit? Oui. Ça, c'est un incontournable. C'est primordial. De savoir comment le produit a été fait de A à Z, même s'il a été transformé. Comme Mathilde, elle a une connaissance parfaite du blé que lui fournit son époux pour en faire de la farine, avec une meule de pierre. C'est ça. 3 formes de pâtes. Rappelez-nous, ciboulettes. Vous les agrémentez avec quoi, les pâtes? À l'égout, piment d'Espelette, fort, doux, ail des ours et basilic. Et on s'arrête là? Pour l'instant, oui. Vous avez testé d'autres trucs ou pas, non? Oui, mais c'est dans ma tête pour l'instant. Dites-nous un truc. Quoi, par exemple? Je suis en train de réfléchir sur la betterave. Ah oui. Betterave rouge. Ouais, oui, parce que c'est un peu le pays de la betterave, l'Oise. C'est ça, après, c'est à voir qu'il y ait bien le goût et la couleur qu'il faut et que ça plaise à mes clients. Et la rhubarbe? Ah oui, alors là, les pâtes à la rhubarbe, c'est plus osé. Hein, non, mais je sais. C'est moche, que vient de dire. Benoît, c'est Benoît, hein? Benoît Toutain, plus jeune berger, meilleur jeune berger du monde. Là, vous avez 140 moutons en ce moment. Et vous avez suffisamment de pâturage ou comment ça? Oui, mais mes parents, ils ont des vaches laitières, donc on arrive à coupler les deux productions. D'accord. Donc, il y a des saisons de sécheresse, c'est un peu plus compliqué, mais comme cette année qui pleut tout le temps, ça se passe bien. Et vous êtes tout seul pour vous occuper de ces 140 Mes parents, ils s'en occupent un peu quand je suis pas là, parce qu'à côté, je suis encore à l'école, j'ai un apprentissage. Enfin, les journées sont bien complètes. Là, vous êtes encore en études en bac pro, CGEA, non? Ça c'est fait, ça, le bac. Formation pour les ovins, oui. D'accord, à spécialiser au vin. Ouais. Et à l'avenir, est-ce que vous voyez votre avenir d'éleveur dans l'Oise ou ailleurs? Non, je suis né dans l'Oise. D'éleveur? C'est en Oise. Ça c'est très bien. Trouvez juste en direct du marché fermier de l'Oise. Je vous remercie Benoît Toutain. Je remercie également Charles, non ça c'était juste avant, Mathilde Bezard et Marie Ménard de nous avoir apporté leur témoignage. Merci beaucoup et bon marché fermier. Merci. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ça, c'est pas... Le marché fermier de l'Oise à Beauvais, premier marché fermier des Hauts-de-France, présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gickel. Ils sont venus, ils sont tous là, ils sont autour de nous au marché fermier de l'Oise où nous sommes en direct. 3000 producteurs et agriculteurs à 20 minutes de Paris. Il y en a 120 qui se sont réunis autour de nous au marché fermier de l'Oise. Et parmi eux, il y a maintenant autour de cette table des gens très bien. Enfin, il y en avait déjà avant de très très bien. Mais il y en a encore de mieux, puisque là on trouve, tenez-vous bien mesdames, messieurs, le créateur de Rhubarbissimo, le premier apéritif du Nord. C'est bien ça, monsieur Barbier, Éric Bernard? Vous voulez, en fait, en tout cas, c'est votre ambition. Oui, c'est l'ambition, oui, tout à fait. Vous voulez créer le premier apéritif de l'Oise, en tout cas, déjà de l'Oise. Des Hauts-de-France, on va dire. Des Hauts-de-France à base de rhubarbe. À base de rhubarbe. Et également, Marie Coffette avec nous, maraîchère à Haute-Fontaine, 380 habitants au sud-est de l'Oise. 4e génération, Marie?
Oui, c'est ça. Bravo, depuis 1936 dans votre famille on maraîchage, il y a un verbe, non? Je suis même la 5e, mais on est vraiment à Haute-Fontaine depuis 4 générations. D'accord. Et vous produisez quoi, en gros? On produit tous les légumes racines, on produit aussi des plantes annuelles, bisannuelles, on fait vraiment tout. On sème nous-mêmes et jusqu'au produit fini. Très bien. Et comme le dernier des Mohicans, le dernier producteur de champignons de l'Oise est avec nous, Christophe Ménard, 600 kilos par semaine de champignons, une cave de 12 hectares et une entreprise, le meilleur de nos forêts. Tout à fait. Alors Christophe, vous êtes fier d'avoir repris cette cave parce qu'au départ, c'était pas gagné. Racontez-nous cette histoire. Alors effectivement, c'était pas gagné parce qu'en fait, il y avait un propriétaire qui voulait vendre à un promoteur pour faire le remblai de Paris, faire les remblais des travaux de Grand Paris. Donc quand j'ai appris ça, ça m'a un petit peu révolté. Donc c'était déjà une cave qui existait. C'est une cave qui existait depuis 1896. D'accord, oui. Donc cette cave a été destinée pour faire l'extraction de pierre. Depuis 1907, la production de champignons s'est faite là-bas. Bon, ça, il y a eu un petit temps d'arrêt avec les deux guerres mondiales. Et après, ça a été à l'abandon depuis 2018-2019. J'ai repris la cave. Cette cave était grand remblai. Il déposait des gravats. D'accord. Voilà. Et donc ils vont les mettre où les gravats maintenant? On s'en fout. Ah bah, ils se débrouillent. C'est plus mon problème. Voilà. Moi, ce que je suis fier, c'est d'avoir sauvé le patrimoine de l'Oise et surtout français. Et pourquoi il y avait des champignonnières avant et des producteurs champignons? Il y en a beaucoup moins aujourd'hui. En fait, ce qui est un petit peu déplorable, c'est la production polonaise et roumaine. Il faut savoir qu'il y a 80% de production roumaine et polonaise qui se fait sur le marché mondial. On n'est plus que 20% et encore, je suis très optimiste. Est-ce qu'il y a un AOP du... Non, alors ils n'ont pas eu le courage ou la volonté de faire un AOP ou un AOC. Ce qui est bien dommage, ça nous aurait certainement protégé certains producteurs. Alors moi je suis consommateur, j'arrive sur un marché, est-ce que je peux distinguer le champignon polonais du champignon de Monsieur Ménard? Tout à fait. Vous avez un champignon polonais qui ne se garde pas la cuisson. Déjà qui ne se garde pas par rapport à sa conservation. Moi le mien c'est un champignon qui pousse sans chauffage, sans pesticides, sans insecticides. On est à combien de degrés dans la cave? Alors, il fait entre 12 et 13 degrés à longueur d'année. Ouais. Et un champignon met entre 17 et 21 jours pour pousser, tandis qu'un champignon polonais au bout de 4e jour il commence à pousser. Ouais, d'accord, donc c'est de l'eau quoi. Dans la cuisine, dans la casserole, il commence. C'est l'eau. Créateur, méthode, parce que c'est pas du champagne que vous vendez, c'est un effervescent. Voilà. On peut dire, à base de rhubarbe. À base de rhubarbe. Et quelle idée vous est venue de travailler la rhubarbe plutôt que le raisin? Est-ce que c'est plus facile? Non, pas du tout. C'est parce que la rhubarbe, c'est franchement une plante de chez nous. C'est une plante des Hauts-de-France. Tout le monde dans les Hauts-de-France connaît la rhubarbe. Énormément de personnes ont de la rhubarbe dans leur jardin. En plus de ça, c'est le premier légume qui donne quelque chose dans le jardin sans rien faire. Vous voulez des radis, faire des radis, en particulier avec vos enfants, vos petits-enfants, il faut semer les radis. Ouais. Là, la rhubarbe, il n'y a rien à faire. En début de saison, c'est le premier légume que vous récoltez. D'accord. C'est la rhubarbe. Il y a un autre exemple dans le monde ou en France où on travaille la rhubarbe pour en faire un apéritif? Alors, ce que je produis là, la méthode traditionnelle de rhubarbe, à ma connaissance, quand j'ai démarré il y a 5 ans, j'étais le 3e. D'accord. Voilà. Et là, aujourd'hui, dans l'Oise, vous êtes le seul? Dans les 3, il y en a 2 dans l'Oise. Ah, il y en a 2 dans l'Oise. En fait, celui qui a initié mon idée, c'est un producteur de l'Oise. Et alors, moi j'ai goûté, on retrouve bien le goût de la rhubarbe. Oui, alors ça, c'était vraiment dans mes objectifs forts. C'est que je trouvais dans ceux de mes confrères qu'on avait du mal à sentir la rhubarbe, et là je tenais absolument qu'il y ait un aromatique de rhubarbe prononcé. Voilà. Et vous avez plutôt réussi, hein? Je l'ai goûté, on sent bien la rhubarbe. Je pense bien réussi en étant largement aidé de compétences d'une œnologue en particulier qui avait travaillé pendant pas mal d'années dans le Champagne. Marie, co-gérante de l'entreprise Les Jardins de Haute-Fontaine, 8 hectares, c'est ça, hein? On trouve des légumes de saison, des légumes anciens et un salsifis poilu.
Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est du scorcenaire, c'est un légume ancien. C'est du scorcenaire. Bien sûr. C'est du légume ancien oublié, mais on travaille nous beaucoup avec Cocopelli qui est de la graine bio et nous on traite pas, on est sans insecticides, pesticides et herbicides. Et c'est des légumes un peu oubliés. On travaille beaucoup avec Cocopelli pour toutes les variétés anciennes comme ça. Et c'est quoi, en préparant cette émission, j'ai appris un truc, c'est quoi la PBI? La PBI, c'est de la protection biologique intégrée. On insère des insectes dans le milieu naturel qui viennent faire le travail de pollinisation et aussi le travail de manger les ravageurs. Et pour éviter les pucerons, pour les aleraudes, pour tout ce qui est mauvais dans le. Et ça, sur vos 8 hectares? Oui, tout à fait. Sur les 8 hectares de Il y a tout le temps Haute-Fontaine? une lutte biologique qui est possible pour n'importe quel légume, n'importe quel ravageur. Il y a tout le temps une lutte possible par rapport à la PBI. Donc vous êtes sur du bio, ultra bio? Enfin, ouais, bio. On n'a pas l'appellation parce qu'il faut payer pour l'avoir et tout ça. On n'est pas encore au point pour moi par rapport à l'appellation, mais on est vraiment très rapproché de la nature. Et est-ce que vous vous diversifiez dans les fleurs? Oui. Lesquelles? On fait du cosmos, du dahlia. En fait, on va venir faire une parcelle de légumes. L'année d'après, on va se mettre du tournesol pour vraiment pas épuiser le sol, pour avoir pas mal de verdure et de pouvoir faire de la biodiversité aussi dans les champs. Et on les trouve où, vos fleurs, sur les marchés de l'Oise? On fait Chantilly? on fait beaucoup de marchés, on fait des fêtes des plantes et on fait beaucoup Compiègne. Compiègne, La Croix-Saint-Ouen, Cuise-la-Motte, Pierrefonds. D'accord. On est vraiment... Christophe Ménard, producteur de champignons. Comment on produit du champignon dans votre cave? Est-ce que vous devez acheter du fumier de cheval? Tout à fait. Forcément. On achète des fumées de cheval en ballot. Combien de kilos? On fait à peu près entre 3 et 5 tonnes par semaine. Ah oui. Qu'on dispose dans des bacs. Que vous trouvez chez les éleveurs? Non, malheureusement, je vais le chercher à Noyon tous les lundis matins. À Chantilly, il n'y a pas de chevaux? Non, c'est fini. Avant, il y avait une coopérative agricole à Saint-Maximin qui a fermé malheureusement. Oh là. Et maintenant, on se débrouille par nos propres moyens, quoi. Donc moi, je vais chercher mon fumier de cheval à Noyon. 3 tonnes? Ouais, entre 3 et 5 tonnes par semaine. Donc c'est quoi? Ça fait un camion? Ça fait un camion par semaine. Ah oui, quand même. Donc on le dispose, on met ça dans des bacs, on met entre 200 et 250 kg de fumier par bac. On le laisse se reposer pendant une petite semaine, on l'arrose un petit peu. Et puis après, on met de la terre de gobetage que je fabrique moi-même. D'accord. La terre de gobetage, c'est du crin de carrière que je mélange avec de la tourbe blonde. D'accord. Qui est un absorbeur d'humidité. Donc voilà, toutes les semaines, on fait entre 3 et 5 tonnes de tourbe. Donc de la terre de gobetage qu'on met sur les champignons, enfin sur le fumier de champignons. Et vous avez repris la cave en précisant, votre idée c'était de travailler à l'envers, produire à l'envers, oui, c'est ça? C'est-à-dire que moi je constate, j'ai une certaine production, donc moi je peux écouler entre 600 et 700 kg de champignons par semaine. Donc je vais produire en fonction de mes besoins. D'accord. Je ne fais pas l'inverse. Avant, les producteurs produisaient, ils avaient du mal à vendre, donc ils baissaient leur prix. Donc baisser leur prix, après il y a un coût, forcément, il y a un coût de travail, il y a un coût de production. Et moi par rapport à ça, je fais l'inverse. C'est-à-dire que j'ai besoin de 600 kg de champignons et en fonction de mes besoins, je fabrique mes champignons. Champignons Paris blond? Alors champignons de Paris blond, donc le rosé c'est le meilleur. Pleurote grise et shiitake. Shiitake, le lantin de chêne, c'est un champignon qui est très goûteux. Très parfumé et qui est très bon pour la santé. D'accord. Et la pleurote grise, je fais à peu près 200-250 kg de champignons donc pleurote grise par semaine et entre 120 et 130 kg de shiitake par semaine. Très bien. Éric Bernard, créateur de Rhubarbissimo, le nouveau futur apéritif traditionnel des Hauts-de-France. Oui, ce qu'on peut lui espérer. C'est ce qu'on vous souhaite, bien sûr. Oui. Il est en taux d'alcool, il est moins fort que le champagne? Oui, en fait, la rhubarbe n'a aucune capacité à faire de l'alcool. Le jus de rhubarbe tout seul, ça serait 1,5 à 1,5 degré maximum. Donc je crois que les fermentations partiraient même pas. Donc je rajoute du sucre. Pas de sulfite? Alors, d'abord, je rajoute du sucre, parce que du sucre de betterave, parce que c'est picard. Et effectivement, la deuxième liberté par rapport au raisin, c'est que effectivement, je sulfite pas du tout le temps du processus de fabrication. D'accord. Je suis quand même obligé de sulfiter au dégorgement à la fin. Parce que pour une question de garde, avec un taux d'alcool faible, c'est un handicap pour le temps et pour la garde. Et du coup, là, il faut quand même que je sulfite. Parce que les gens qui mettraient une bouteille dans la cave pendant 1 an, ils risqueraient d'avoir des surprises. D'accord. Voilà. Donc c'est vraiment simplement au dégorgement que je sulfite. Il faut savoir que le raisin, il est sulfité dès qu'il est pressé. Pour éviter qu'il y ait des fermentations nuisibles qui partent. Là, j'ai pas ce souci-là parce que le jus de rhubarbe est tellement acide que de toute façon, il bougera pas. Hein.
Rubarbissimo, on vous trouve sur Internet. Votre site, c'est quoi l'adresse? C'est rubarbissimo.fr. Très bien. Marie, pareil, on vous retrouve sur Internet facilement. Hein. Oui, de toute façon, on va à Haute-Fontaine, à 381 habitants. Ils s'appellent tous Coffet, pratiquement. Ils s'appellent tous du même nom. Hein. C'est un village de Coffet. Tout à Altifontain. Altifontain, pardon. Oui, c'est ça. Et après, on nous trouve sur le panier des 4saisons.com. D'accord, très bien. Et pareil aussi, Christophe Ménard, où est-ce qu'on vous retrouve, vous? Alors moi, j'ai pas de site internet, pas encore. Oh, ben voilà. Bah oui, mais le moderniste et moi, ça fait deux. Par contre, on peut me retrouver tous les lundis matin, mercredi matin et samedi après-midi. Donc lundi matin, mercredi matin, 10h, 12h à la cave pour faire la vente aux particuliers. Et le samedi après-midi, c'est de 16h à 18h. Parfait. Merci d'avoir participé. Parfait. Merci. Grand marché de Beauvais. La semaine prochaine. Ouvrir. Avec le marché fermier de l'Oise à Beauvais, premier marché fermier des Hauts-de-France. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio.